Quels sont les enjeux de la paix et de la guerre dans les révolutions russes de février et octobre 1917 ? En février 1917, la Russie, autocratie dirigée par l'empereur Nicolas II, est un pays fragilisé, usé par plus de 2 ans et demi de lutte. Comment en était-on arrivé à cette situation ? Pour le comprendre, il faut revenir sur la situation du pays de 1914 à 1916. En effet, au début des hostilités, l'armée russe mobilise rapidement ses troupes et pénètre en Prusse orientale. Cela surprend et inquiète énormément l'état-major allemand qui va décider le transfert des troupes de l'ouest vers l'est pour faire face à cette invasion. Au demeurant, ces troupes prélevées par les Allemands à l'ouest manqueront cruellement au moment de la bataille de la Marne. Mais les Allemands avaient réussi par vaincre les Russes suite à la bataille de Tannenberg à la fin août 1914, et dès lors, les Russes avaient été contraints au repli suite aux coups de boutoir allemands de l'automne et de l'hiver 1914. Les Russes avaient été un petit peu plus heureux contre les Autrichiens, mais l'adversaire principal, les Allemands, les avait refoulés. 1915 avait été synonyme pour l'armée russe de défaite et de retraite. En effet, la ligne de front avait été reportée de 500 km plus à l'est. Les Russes avaient perdu dans l'année 1 million d'hommes, tués, blessés. 900 000 prisonniers avaient été faits par les troupes allemandes et autrichiennes. 1916 avait vu un sursaut de l'armée russe avec l'offensive Brusilov, offensive décidée au moment de la conférence interalliée de Chantilly de décembre 1915. Mais cette offensive qui avait disloqué une partie du front autrichien avait fini par cesser en septembre 1916, faute de moyens logistiques suffisants, faute également de munitions et avec l'usure des troupes. En effet, cette amélioration de la situation par les Russes s'était payée par la perte d'environ 1 million d'hommes tués, blessés, prisonniers, portés disparus. Pendant ces 2 années, la population russe avait également beaucoup souffert, comme toutes les populations des pays belligérants. En effet, tout étant sacrifié pour l'armée, de nombreuses réquisitions avaient eu lieu, de nombreuses pénuries s'étaient installées, et avec la désorganisation du ravitaillement se profilait le risque de la disette, voire de la famine dans le pays. Et c'est tout le sens en fait de ces manifestations contre les pénuries alimentaires qui vont se développer donc dans la ville de Saint-Pétersbourg, Petrograd à l'époque, manifestations qui vont être durement réprimées à la demande de l'empereur Nicolas II. Mais si certaines unités vont tirer dans la foule pour les disperser, d'autres au contraire vont fraterniser avec les manifestants et voyant que l'autorité ne peut plus être établie, le tsar finit par abdiquer au début du mois de mars 1917. Dès lors, le tsar ayant abdiqué, un nouveau gouvernement provisoire va se former. Un nouveau gouvernement provisoire qui va vouloir faire glisser la Russie vers un régime démocratique libéral. En effet, la volonté de ce gouvernement provisoire est de faire avancer la Russie, de la moderniser, dirions-nous, et de poursuivre également la guerre aux côtés des Alliés pour tenir les engagements vis-à-vis de la France et du Royaume-Uni. Mais le gouvernement provisoire n'est pas le seul organe exécutif qui va se créer dans la Russie d'époque. Il va y avoir également la constitution de ce qu'on va appeler le Soviet de Petrograd. Le Soviet de Petrograd est une assemblée populaire qui va se créer, composée des représentants des comités de soldats, d'ouvriers, et qui vont vouloir porter également la parole du peuple, du petit peuple, dirions-nous. Donc on va avoir cette situation particulière dans la Russie de 1917, 2 têtes à l'exécutif, celui du gouvernement provisoire et celui du Soviet de Petrograd. Dans un premier temps, les 2 institutions sont d'accord, grosso modo, quant à la poursuite de la guerre. Mais des dissonances vont apparaître assez rapidement. En effet, le Soviet de Petrograd va envoyer une directive qui dessaisit les officiers de l'armée russe de leur pouvoir disciplinaire. De fait, on retire toute autorité aux officiers, même si un contre-ordre sera envoyé par la suite par le gouvernement provisoire. Mais le mal est fait pour l'armée russe. On va avoir une séparation très nette. D'un côté, des soldats qui en ont assez de la lutte. Certains veulent encore se battre, mais nullement pour passer à l'offensive, pour défendre uniquement. Une majorité des soldats commencent d'ailleurs à être touchés par les idées pacifistes. Et de l'autre, les officiers qui, eux, voient d'un très mauvais œil la révolution, ce qui fait qu'on va avoir des mutineries dans les unités qui vont entraîner des violences. Et on estime qu'au mois d'avril 1917, près de la moitié des officiers de l'armée russe a été liquidée par la troupe. Alors, les dissensions vont monter entre le gouvernement provisoire et le Soviet de Petrograd, amenant à la constitution d'un nouveau gouvernement au mois de mai. Dans ce gouvernement, un homme fort va ressortir, qui a en charge le ministère de la guerre, c'est Kerensky. Kerensky, un révolutionnaire modéré, qui tient absolument à ce que le pays reste dans la guerre pour tenir les engagements vis-à-vis des Anglais et des Français. Et donc de ce fait, il faut réorganiser l'armée russe, ce qu'il va vouloir faire. Et il va vouloir montrer aux Alliés que l'armée russe est capable d'attaquer encore, et il va ordonner une offensive
au général Broussilov, qui était général en chef de l'armée russe à ce moment-là. Cette offensive va se déclencher début juillet 1917, sur un front qui fait 150 km nord-sud. Dans un premier temps, le front autrichien est enfoncé, mais dès les premières difficultés rencontrées, première résistance de la part des Autrichiens et des Allemands, dès les premières difficultés logistiques apparues, eh bien, l'offensive s'arrête net. En fait, cette offensive Kerensky est un feu de paille alimenté par le fait que beaucoup de troupes n'ont pas voulu monter au front. Alors que la contestation gronde dans le pays, les bolcheviks, les révolutionnaires bolcheviks dirigés par Lénine, font entendre de plus en plus leur voix. Lénine, d'ailleurs, est un personnage qui a pu revenir, le révolutionnaire Lénine, a pu revenir en Russie avec l'accord des Allemands. En effet, il était exilé en Suisse et les Allemands ont favorisé son retour dans le pays pour accentuer finalement la décomposition de l'armée et de l'État russe. Donc c'est dans un train fourni par les Allemands que Lénine va revenir en Russie via la Suède et la Finlande. Et donc les bolcheviks vont décider du trouble semé par la défaite pour tenter d'organiser des mouvements insurrectionnels. Kerensky réagit vivement, fait arrêter les leaders bolcheviks. Lénine d'ailleurs finira par fuir en Finlande, il reviendra quelques temps après. Mais cette mesure de fermeté décidée par Kerensky est très mal perçue, non seulement par la population mais par l'armée. Et à l'avant comme à l'arrière, les gens vont être gagnés de plus en plus par les idées bolcheviques. Le partage des terres entre les paysans et la sortie de la guerre. C'est dans un État russe dirigé par Kerensky déliquescent que le 25 octobre 1917, Lénine, aidé de Trotsky, le véritable organisateur de l'événement, vont prendre le pouvoir à Petrograd. La deuxième révolution avait donc eu lieu. Et avec cette révolution, les bolcheviks vont vouloir entamer des négociations de paix qui vont être saisies par les Allemands et les Autrichiens. Le 15 décembre 1917 entre en vigueur l'armistice de Brest-Litovsk. C'est la fin des combats entre les Russes d'un côté, les Autrichiens et les Allemands de l'autre. Dans les négociations, les Allemands souhaitent obtenir un maximum de gains territoriaux, un maximum de ressources naturelles de la part de la Russie. Et ils souhaitent également rapidement transférer le plus de troupes possible vers le front de l'Ouest, où la décision de cette guerre doit se jouer. D'un autre côté, la délégation russe, elle, va vouloir au contraire traîner en longueur les négociations parce que le souhait des négociateurs russes, Trotsky rejoindra la délégation russe à Brest-Litovsk en janvier 1918, souhaite finalement que cette conférence de paix qui s'ouvre à Brest-Litovsk soit une tribune pour pouvoir favoriser les mouvements insurrectionnels dans toute l'Europe, et notamment en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Mais rien ne se passe. D'ailleurs, Trotsky va quitter les négociations le 10 février 1918. De fait, la guerre va reprendre, les troupes allemandes vont reprendre leur position puisque les négociations de paix ont capoté. Mais comme il n'y a strictement rien à opposer à l'armée allemande qui commence à menacer Petrograd, ils sont plus qu'à 135 km, Lénine, qui souhaitait lui la paix le plus rapidement possible, obtient gain de cause. La paix de Brest-Litovsk est signée le 3 mars 1918. Il est très dur pour la Russie bolchevique. La Russie perd 800 000 km². La Russie perd donc la Finlande, les États baltes, la Pologne, l'Ukraine, doit céder des territoires à la Turquie. C'est 25% du territoire finalement qui est perdu par ce pays, 60 millions d'habitants également, et la moitié du potentiel industriel de la Russie perdu par le traité de Brest-Litovsk. La Russie, par la suite, d'ailleurs sombrer dans la guerre civile entre les rouges, les militants bolcheviques, et les blancs qui souhaitent renverser le régime mis en place par Lénine. Pour les Allemands, cette paix de Brest-Litovsk permet de ramener sur le front de l'Ouest 35 divisions et plus de 1000 canons, force indispensable pour frapper en force sur le front de l'Ouest afin de remporter la victoire avant que les troupes américaines ne puissent intervenir en masse dans le conflit.